Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous parler de la création des Alpes. Les Alpes sont une chaîne de montagnes qui s'étend en Europe, recouvrant la frontière nord de l'Italie, le sud-est de la France, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Allemagne ainsi que la Slovénie. Les Alpes culminent à 4809 mètres au sommet du Mont Blanc et dans ce gigantesque massif montagneux, on recense plus de 80 sommets majeurs à plus de 4000 mètres d'altitude. Les Alpes forment une barrière de 1200 km entre la Méditerranée et le Danube. À moins de 359 millions d'années, l'histoire alpine n'avait pas encore commencé. Et il y avait un même continent avec une croûte continentale commune qui reposait sur un manteau lithosphérique qui reposait lui-même sur un manteau asténosphérique. À partir de moins de 251 millions d'années, on a eu un écartement de la croûte continentale. Ce phénomène est un contexte de divergence qui a duré jusqu'à moins 100 millions d'années. On a une création d'une croûte océanique au niveau de la dorsale composée de basalte et de gabbro. Ce phénomène s'appelle l'océanisation. C'est l'expansion de l'océan alpin. La croûte continentale d'origine devient deux croûtes, deux continents, l'africain et l'européen. De moins 100 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, nous avons un contexte de convergence. C'est-à-dire que le continent européen et le continent africain vont entrer en collision. Donc, l'océan alpin qui les séparait va disparaître. Nous avons donc un enfoncement de la croûte océanique dans le manteau, puis ensuite de la croûte continentale. Donc, il y a une collision entre l'Europe et l'Afrique, et des sédiments et des morceaux de la croûte océanique sont restés bloqués entre les deux croûtes continentales. Comme on voit ici en orange, ce sont les sédiments et en vert les morceaux de croûte océanique. Mais ces morceaux de croûte océanique sont encore visibles aujourd'hui sur le massif des Alpes, comme par exemple le pic du Chenaillé que nous allons expliquer. Voici le Chenaillé. Le Chenaillé est une montagne qui culmine à 2650 mètres d'altitude. Le Chenaillé représente un épisode de l'histoire de la chaîne des Alpes. En observant ce panorama du Chenaillé, nous remarquons trois parties au niveau de la montagne en fonction de différents types de roches. Donc ces trois types de zones sont: la première se trouve ici, tout à gauche du Chenaillé, la seconde se trouve au milieu, là où se trouvent de gros blocs clairs, puis la dernière se trouve tout à droite, où se trouvent de petits blocs sombres. Dans la première zone, la zone numéro 1 du Chenaillé, nous avons vu ce type de roche. Donc on remarque des clivages brillants brun verdâtre que l'on peut rapporter à du pyroxène, mais aussi nous voyons de la serpentine. Grâce à ça, nous pouvons déduire que cette roche présente dans la première zone du Chenaillé est de la serpentinite. Donc nous avons la serpentinite que nous avons schématisée comme ceci. C'est une roche métamorphique puisque l'olivine se métamorphise en serpentine. On a donc une périodite qui a été métamorphisée. La serpentinite est hydratée de 12% en eau. Et donc cette roche de serpentine est en fait une périodite. Donc sur la seconde partie du Chenaillé, c'est-à-dire la partie avec les gros blocs clairs, nous avons, que l'on voit ici, nous avons vu une roche qui est donc des métagabbros qu'on a pu identifier grâce aux minéraux verts présents, l'actinote, la chlorite, mais aussi au pyroxène, à l'hornblende qu'on peut aussi appeler l'amphibole brune, et aussi au plagioclaste. Donc le gabbro est une roche magmatique plutonique issue d'un magma qui refroidit lentement en profondeur au niveau d'une dorsale. Le métagabbro est du gabbro qui s'est métamorphisé, et le métagabbro est hydraté à 3,5%. Dans cette seconde zone, nous avons aussi remarqué une autre roche, juste un peu plus en hauteur que la précédente. Cette roche est composée d'un métagabbro et qui a un filon de basalte en plein milieu. Ce filon de basalte peut arriver, c'est le gabbro qui s'est fracturé, du magma a circulé dans la fracture et a cristallisé rapidement en basalte. Ce qui a fait cette roche composée de deux roches différentes.
Ce mécanisme, on peut l'appeler une cheminée d'alimentation du volcan. Nous nous situons maintenant dans la dernière zone, la troisième, où il y avait de petites roches sombres. En regardant de plus près ces petites roches sombres, nous avons observé que ces basaltes ont une forme assez ronde, ce qui est dû à un refroidissement rapide. C'est pour ça qu'on leur donne leur nom de basalte en poussin. Ces basaltes en poussin sont dus à un refroidissement rapide et à une remontée de magma. Le magma va former les deux premières roches de chaque côté, puis ensuite le magma, en voulant remonter, va former ce pénombre. Ce refroidissement rapide fait que le basalte, on ne peut observer ces minéraux. C'est une roche microlithique. Donc après être allé en haut du Chenaillé et avoir vu les différentes parties qui le composaient, donc nous avons vu qu'il y avait des roches qui provenaient d'une croûte océanique qui se situait en haut d'une montagne. Donc ça paraît plutôt étrange. Donc ce panorama nous montre la vue que nous avions du col d'Izoard sur le Chenaillé. Donc le Chenaillé qui est ici, c'est cette montagne. Et donc nous voyons qu'il y a... là je l'ai refait en schématisant. Nous voyons qu'il y a un contact anormal. Donc une fois ce contact anormal, il y a des fragments de lithosphère océanique. Donc c'est ce que nous avions vu au Chenaillé, les basaltes, les filons de basalte, les gabbros, les métagabbros, tout ça. Et donc les roches que nous voyons en dessus, nous voyons bien qu'il y a un contact anormal. Et les roches que nous avons en dessous, nous les avions vues au col d'Izoard. Ce sont des roches vacuolaires de couleur grise avec des graviers visibles à l'œil nu. Ce sont des roches en partie calcaires. Donc ça c'était des roches que nous avions vues au niveau d'un affleurement au col d'Izoard. Et nous savons que ces roches sont en fait des sédiments continentaux et que voilà, il y a donc un contact anormal entre sédiments continentaux et fragments de la lithosphère océanique au niveau du Chenaillé. Ce que nous avons vu, le panorama illustre très bien ce contact anormal entre sédiments et morceaux de la croûte océanique. Donc l'exemple du Chenaillé nous montre que c'est une montagne qui a échappé à la subduction en venant chevaucher par-dessus les sédiments du continent. Il ne subit pas la subduction, on appelle ça l'obduction. Donc si nous reprenons le schéma du début, nous avons vu que des sédiments et des morceaux de croûte océanique avaient échappé à la subduction. La dernière étape qui constitue l'histoire de la chaîne de montagne est sa destruction par érosion et affaissement. Le premier exemple que nous avons vu est cette montagne à Saint-Clément. Donc nous voyons une montagne avec un pli qui forme un contact anormal entre deux roches, une roche claire et une roche sombre. Donc la roche claire c'est le grès et la roche sombre c'est le schiste. Donc naturellement au début la roche la plus ancienne était en dessous la roche la plus récente. Ensuite, il y a eu un mouvement de convergence qui a créé un affleurement. Ce mouvement de convergence a ensuite mis les deux roches en forme de S. Et la partie supérieure, comme nous le voyons sur le schéma, a été détruite par érosion. L'érosion est le processus de dégradation et de transformation du relief, et donc des roches, qui est causé par tout agent externe, qui peut être l'eau ou le vent. Et donc au final nous retrouvons la partie encore visible aujourd'hui sur la montagne, donc ce pli. Et donc ce pli est un indice tectonique de raccourcissement, épaississement. L'érosion n'étant pas le seul phénomène à participer à la destruction des Alpes, il en existe un autre qui est l'affaissement. On peut aussi voir ce phénomène sur l'exemple de la montagne de Saint-Clément. On a au début une certaine distance de croûte continentale, puis cette distance, suite à un mouvement de convergence, va être réduite de moitié, ce qui montre la destruction des Alpes. Donc après les phénomènes d'érosion et d'affleurement qui détruisent le massif des Alpes, il y a aussi les failles qui participent à la destruction, donc qu'elles soient normales, inverses ou transformantes. Comme toutes les belles histoires ont une fin, avec tous ces phénomènes de destruction, un jour le massif des Alpes n'existera plus.